Le génocide commis contre les Tutsis a été le dernier crime majeur du XXe siècle et il importe donc à la communauté internationale d'y réfléchir en vue de voir les failles et surtout en vue de regarder l'avenir pour nos générations futures afin que nous puissions puiser des leçons sur l'histoire. Raison pour laquelle, dans mon allocution, je vais tâcher de rappeler quelques faits uniquement destinés dans le but de nous aider, de nous guider dans notre réflexion d'aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être qu'en 1999, le secrétaire général des Nations Unies a mis en place une commission dirigée par Ingvar Carlsson, ancien Premier ministre suédois, qui a rendu son rapport le 15 décembre 1999. Cette commission a noté différentes failles dans la prévention et la répression du génocide qui incombent à l'Organisation des Nations Unies. J'en fais une petite citation de ce rapport. C'est sur le système des Nations Unies tout entier que retombe la responsabilité de n'avoir su ni prévenir, ni mettre fin au génocide au Rwanda. La carence première a consisté à ne pas mobiliser les ressources et l'engagement politique qu'appelaient les événements du Rwanda et la présence des Nations Unies dans ce pays. Les États membres ont persisté à ne pas témoigner de la volonté politique voulue et à se refuser d'agir de façon suffisamment résolue. Fin de citation. Vous vous souvenez aussi, Excellence, que l'Organisation de l'Unité africaine, actuellement l'Union africaine, a également créé une commission. Le 21 novembre 1997, présidée par l'ancien président de Botswana, Saketumire Masire. La commission a produit son rapport en 2000. Un rapport avec un titre « Un génocide qu'on aurait pu stopper ». Je prends également une courte citation de ce rapport de l'Union africaine. La vérité qui émerge de notre enquête est indiscutablement que le génocide qui advint au Rwanda aurait pu être évité par ceux de la communauté internationale qui étaient en position et avaient les moyens de le faire. Mais la volonté a fait défaut et non pas les moyens. Le monde a abandonné le Rwanda, conclut le rapport de l'Union africaine. Vous vous souvenez aussi que les rapports de certains États, je ne vais pas les citer tous, les rapports de certains États, tels que celui du Sénat de Belgique, en 1997, 1997 pour mieux respecter le langage belge. Aussi, le récent rapport de la Commission du Clerc en France, également le rapport Muse, commandité par le gouvernement rwandais. Tous ces différents rapports, ce sont des rapports très importants qui ont révélé un certain nombre de lacunes, d'obligations qui n'ont pas été respectées par différents États et la communauté internationale dans son ensemble, sur lesquels on devrait réfléchir, je l'ai dit au début, pour tirer des leçons. Il importe de mener un regard analytique sur l'histoire, sur ces génocides, afin d'en tirer des leçons pour la prévention d'autres crimes du même genre, mais aussi pour continuer à gérer correctement les conséquences du génocide commis au Rwanda. Permettez aussi de rappeler ces quelques faits sur lesquels le monde aurait pu attirer l'attention et qui auraient dû amener à agir pour empêcher, prévenir le génocide. En mars 1993, une commission internationale d'enquête sur les violations des droits de l'homme au Rwanda, qui était conduite par la Fédération internationale des droits de l'homme et était composée de 5 ONG internationales, a effectué une enquête au Rwanda
17 au 21 janvier 1993. La Commission a publié son rapport le 7 mars 1993, donc une année avant le génocide, dans lequel elle a mis en évidence l'implication des plus hautes autorités de l'État dans la préparation et l'exécution des massacres ethniques de grande ampleur sur les populations civiles. Et la Commission a insisté à cette époque-là sur un risque de génocide qu'encouraient les Tutsis. En même temps, quelques mois après, 5 mois après, le 11 août 1993, le rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires de la Commission des Nations Unies sur les droits de l'homme, M. Bakr Warindiaï, a publié un rapport montrant la gravité des assassinats ethniques et politiques au Rwanda commis par le gouvernement de l'époque, l'armée rwandaise, la gendarmerie et les milices pro-gouvernementales. Le rapporteur spécial concluait dans son rapport que la population Tutsi était prise pour cible et indiquait que les cas de violence ethnique qu'il avait établis au Rwanda montraient, je cite, très clairement que les victimes des attaques des Tutsis dans l'écrasante majorité des cas avaient été désignées comme cibles uniquement à cause de leur appartenance ethnique et pour aucune autre raison objective. Le rapporteur spécial recommandait une série de mesures destinées à prévenir de nouveaux massacres. Également, le 11 janvier 1994, le général Dallaire, qui était à cette époque-là chef du volet militaire de la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, la MINUAR, avait envoyé un télégramme au siège des Nations Unies, dans lequel il faisait état d'informations qui montraient que l'entourage du président Habyarimana projetait l'extermination des Tutsis et l'assassinat des opposants Hutus. Ces informations révélaient l'existence d'une milice de 1700 hommes à Kigali, capable de tuer 1000 Tutsis en 20 minutes uniquement dans la capitale Kigali, 11 janvier 1994. Le télégramme du général Dallaire mentionnait également une stratégie du régime rwandais de provoquer des soldats belges de la MINUAR afin de provoquer le retrait du contingent belge qui constituait la plus grande unité et la plus perfectionnée de la MINUAR. Enfin, le message du général Dallaire signalait l'existence d'une importante cache d'armes dans la ville de Kigali. Et le général Dallaire informait les Nations Unies qu'il comptait lancer une fouille pour saisir ces armes afin de faire échec à ce plan d'extermination ethnique. Dans sa réponse, le chef du département des opérations de maintien de la paix, à qui dépendait la MINUAR, le sous-secrétaire général d'alors, Kofi Annan, écrit un télégramme qui interdisait au général Dallaire de mener l'opération en question, lui empêchant de saisir les armes, ce qui constitua l'un des premiers échecs de l'ONU dans la prévention du génocide au Rwanda. Et le rapport Carrickson, que j'ai cité au début, le dit aussi très clairement. Le 3 février 1994, le général Dallaire envoya encore une fois au Conseil de sécurité des Nations Unies une autre dépêche qui montrait que la MINUAR détenait les informations claires sur les préparatifs du génocide. La dépêche insistait sur la demande d'autorisation de la MINUAR, encore une fois, pour saisir les armes. Je cite un extrait de cette dépêche. On peut s'attendre à des manifestations plus fréquentes et plus violentes, à plus d'attaques à la grenade et à main armée contre les groupes ethniques et politiques, à plus d'assassinats. Chaque jour de délai, retardant l'autorisation de procéder à la saisie des armes, a pour conséquence une détérioration de la sécurité et si les armes continuent d'être distribuées, la MINUAR pourrait se retrouver
dans l'incapacité d'exécuter son mandat dans tous ses aspects. Voilà, je peux continuer avec un certain nombre de ces exemples, de ces détails, de ces cas clairs, mais ça vous montre que l'Organisation des Nations Unies, la communauté internationale dans son ensemble, avait reçu des informations claires sur l'évidence de la préparation du génocide, et je crois que tout le monde en conclura qu'il y a eu une négligence dans le traitement de ces informations et dans la prise de décisions adéquates qui auraient dû amener à stopper le génocide à temps et donc à sauver des vies humaines. Pour aller vers la fin de mon introduction, une fois que quand même le génocide a commencé, l'Organisation des Nations Unies a aussi commis une erreur que maintenant tout le monde connaît, c'est celle d'avoir réduit le nombre de casques bleus, qui était même lui-même insuffisant. De 2500, on en a réduit jusqu'à 270. Et le contingent belge s'est retiré après l'assassinat des 10 casques bleus belges dont nous commémorons chaque année également, ici au mémorial de camp Kigali. Mais la communauté internationale a agi. Elle a agi tardivement, mais avec un certain nombre d'actes positifs que j'aimerais aussi souligner. Une fois le génocide consommé, les Nations Unies ont mis en place, se sont rendus compte de la gravité du crime. Et ils ont mis en place un tribunal, le tribunal pénal international pour le Rwanda, qui avait son siège à Arusha, chargé de juger les principaux auteurs du génocide, crimes contre l'humanité et violation du droit international humanitaire. On doit saluer les faits, les acquis accomplis par ce tribunal, même si nous déplorons un certain nombre de manquements, d'erreurs, qui ont contribué notamment à l'acquittement de certains auteurs du génocide parmi les principaux planificateurs, ou à la réduction des peines de certains condamnés. Mais ce tribunal a permis, il faut le reconnaître, le gouvernement rwandais le reconnaît fortement, il a permis d'établir la reconnaissance internationale du génocide des Tutsis, d'obtenir le plaidoyer de culpabilité du Premier ministre Jean Kambanda, qui dirigeait le gouvernement intérimaire, qui a plaidé coupable de la responsabilité du gouvernement et de ses forces armées dans la planification et dans l'exécution du génocide perpétré contre les Tutsis. Sans ce tribunal, de tels cas, de tels acquis n'auraient certainement pas dû être obtenus. De même, le tribunal a fait un pas important, parce que souvent les avocats de la défense continuaient à nier l'évidence du génocide, malgré que dans tous les jugements, le tribunal avait qualifié les massacres de Tutsis de génocide. Contribuant ainsi, le 16 décembre 2006, la Chambre d'appel du tribunal pénal international pour le Rwanda a dressé le constat judiciaire qui établit que le génocide commis contre les Tutsis au Rwanda constitue un fait de notoriété publique dont l'existence ne porte à aucune contestation. Ce fut aussi un acquis très important d'affirmer que le génocide des Tutsis est un fait de notoriété publique internationale qui ne doit pas être contesté. Le Conseil de sécurité, dans sa décision numéro 2150, 2150, du 16 avril 2014, a établi 3 obligations importantes. La première, c'est de demander aux États membres du Conseil de sécurité des Nations Unies et de toute l'Organisation des Nations Unies de poursuivre les auteurs du crime de génocide commis contre les Tutsis partout où ils se trouvent, les juger sur les territoires ou les extrader. Nous sommes très reconnaissants parce qu'un certain nombre de pays ont respecté cette obligation. Et il y a des enquêtes qui continuent d'être faites pour que les suspects du génocide, parmi les plus importants, qui ont commis de crimes au Rwanda et qui ont fui le pays et qui se sont exilés dans divers États, ils ont été poursuivis et d'autres enquêtes sont en train d'être menées. Ça, ce sont des actes que nous reconnaissons fortement et nous encourageons la poursuite de tels actes pour que ces auteurs du génocide, partout où ils se trouvent, même si certains ont obtenu la nationalité, soient jugés
qu'ils soient jugés dans les États où ils se trouvent ou bien extradés au Rwanda. Et la Convention sur le génocide prévoit ces deux modalités. Le Conseil de sécurité, dans la même résolution, a aussi, je cite, condamné sans réserve toute forme de négation du génocide perpétré contre les Tutsis et invité tous les États membres à se donner des programmes éducatifs pour graver dans l'esprit des générations futures les leçons du génocide, dans le but d'en prévenir d'autres dans l'avenir. Je crois que ce colloque, ça c'est une bonne orientation pour que ce colloque puisse y réfléchir. Comment avoir des programmes éducatifs pour les générations futures sur base des erreurs ou même des manquements, voire des cas positifs que j'ai cités, dont le génocide contre les Tutsis peut nous servir de base de réflexion. Troisième obligation, le Conseil de sécurité, je cite, a demandé à tous les États d'enquêter sur les faits, d'arrêter, de poursuivre ou d'extrader en exécution de leurs obligations internationales en la matière tout fugitif accusé de génocide qui réside sur le territoire, y compris les dirigeants des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Donc, l'une des conséquences du génocide, c'est que les auteurs du génocide se sont réfugiés, pour certains d'entre eux, dans des pays voisins, où ils constituent jusqu'à aujourd'hui des groupes terroristes qui attaquent le pays et qui continuent de semer la terreur aussi dans des États où ils se trouvent. Je pense que c'est aussi une occasion pour voir comment, ensemble, on peut agir correctivement pour empêcher ces groupes de continuer la perpétration des crimes de masse qui sont sanctionnés par le droit international et que nous devons collectivement sanctionner. Pour terminer mon allocution, Excellences, Mesdames, Messieurs, vous avez compris en fait qu'il y a trois défis. Trois défis. Et le premier, c'est la persistance de l'impunité. Il faudra voir comment lutter contre l'impunité des auteurs du génocide, accélérer les poursuites, parce que lorsque la justice est en retard, lorsque la justice est tardive, c'est quelque part une atteinte à la mémoire, et aussi les victimes meurent, également même les témoins. Et n'oubliez pas aussi que notre mémoire, parfois, on oublie même ce qui s'est passé hier. Donc il faudrait une accélération de ces jugements pour que l'impunité cesse. Deuxième défi, c'est le défi du négationnisme. Le négationnisme, c'est une atteinte à la mémoire du génocide. Et tous les spécialistes le montrent, chaque génocide est suivi de son négationnisme, que ce soit pour le génocide juif, que ce soit pour le génocide arménien et autres. Le génocide de Tutsis subit le même problème, la même difficulté. Il faudrait aussi voir comment, collectivement, on peut agir pour lutter contre ce phénomène en mettant en place des lois, les lois internes ou autres mécanismes de stopper le négationnisme. Actuellement, les chaînes YouTube des Rwandais qui sont à l'étranger utilisent beaucoup la chaîne YouTube pour inciter au racisme, à l'incitation ethnique au Rwanda, au soulèvement de la population et au déni du génocide tout simplement. Et ils sont basés dans un certain nombre d'États et ils utilisent les social media, notamment YouTube, même s'ils parlent en Kinyarwanda et que dans les pays où ils se trouvent, on ne comprend pas la langue Kinyarwanda, mais ce sont des actes très très graves pour la stabilité du pays et pour la mémoire dans son ensemble. Troisième défi, c'est la qualification du génocide. J'en ai parlé. Même si le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale des Nations Unies, le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ils ont établi la matérialité du génocide perpétré contre les Tutsis, on rencontre encore certains individus, certaines personnes qui refusent cette réalité et prêchent le double génocide ou même des expressions comme génocide rwandais. Je pense que la reconnaissance de la vérité historique, de la vérité juridique est une évidence qui ne devrait pas porter à contestation et que nous devrions accepter pour mieux réfléchir sur le présent et aussi prévenir des crimes majeurs dans le futur. On ne peut pas faire une bonne prévention si on ne reconnaît pas la matérialité exacte des faits. Excellences, Mesdames, Messieurs, je vous souhaite d'avoir un très bon colloque, une très bonne journée de réflexion. On est ensemble et je vous remercie.